Lionel Cardon, à son tableau de chasse, 3 morts, une vie de fuite en avant. Cet homme a fait la une de l'actualité au début des années 80, après la découverte du corps d'un chirurgien à Pessac, près de Bordeaux. Un meurtre étrange, car la victime s'est étranglée elle-même. La longue traque de Cardon a passionné les médias. Et lui s'est joué de la presse comme jamais, donnant une interview en pleine cavale, organisant une prise d'otage, juste pour parler à une journaliste qui avait fait de lui un sale portrait. Il aimait qu'on parle de lui, il aimait jouer les vedettes. Mais le reste, le plus important, les meurtres, l'enquête, le pourquoi de cette épopée sanglante, ça ne l'intéressait pas. Il n'a jamais voulu s'expliquer. Et il restera l'un des tueurs français les plus mystérieux. Mardi 11 octobre 1983, 11 heures déjà, et François-Xavier Arran n'est toujours pas arrivé à la clinique de Pessac. Pourtant, il devait opérer ce matin. Au bloc, tout le monde l'attend. Le chirurgien est injoignable, ni sur son bip, ni au téléphone. Sa femme Aline, qui est anesthésiste à l'hôpital, ne répond pas non plus. Alors vers midi, l'un des médecins décide de faire un saut chez eux. Un voisin lui prête un double des clés. Il entre, il appelle. Rien. La maison semble vide. Alors il monte à l'étage et remarque qu'une chaise bloque la porte de la salle de bain. Le médecin la déplace. Et là, dans la baignoire, il découvre François-Xavier Arran, ligoté, bâillonné, mort. Il avait 37 ans. En pénétrant dans cette salle de bain, on se rend compte de la présence effective d'un corps qui est dans la baignoire, positionné dans la baignoire, en position semi-fléchie, reposant sur le dos, les jambes repliées. On se rend compte immédiatement qu'il y a un lien qui est passé autour du cou. On ne voit pas immédiatement les mains qui sont dans le dos de la victime. Et on constate également que les chevilles ont été ligaturées avec du câble blanc, genre câble de télévision. Le docteur Arran repose tout habillé dans la baignoire, vide. Pantalon gris, chemise et pull-over. Mais ce qui intrigue le plus les policiers, ce sont les nœuds, la manière très savante avec laquelle il a été ligoté. Le système était tellement sophistiqué, tellement élaboré, que à chaque fois que le docteur Arran faisait un geste, le lien qu'il avait autour du cou devait se resserrer, jusqu'à ce que finalement il soit complètement étranglé. Les policiers n'ont jamais vu ça. Ils inspectent la maison de fond en comble. Pas de désordre. Au rez-de-chaussée, ils retrouvent l'arme du crime. La ficelle. Tout ce qui a servi à la neutralisation de corps a été prélevé dans la maison. Donc, on sent qu'il y a une improvisation manifeste. En fouillant, les policiers tombent sur des caches bourrées d'argent liquide et de pièces d'or françaises et étrangères, et de bijoux. Des objets de valeur que de simples cambrioleurs n'auraient certainement pas laissés derrière eux. On constate qu'effectivement, aucune infraction n'a été pratiquée sur les ouvertures de la maison. On retrouve des objets particuliers comme les l'échelleur qui n'avaient pas été touchés. Et de plus, aucun signe de fouille intempestive. Un homme étranglé dans sa baignoire, une maison pleine d'argent et une femme qui a disparu. Aline Arran est introuvable. Sa voiture, une R5 grise, est là, garée dans le parc. Mais il manque celle de François-Xavier. Pourtant, les policiers n'arrivent pas à croire qu'Aline Arran a tué son mari. Sur une scène de crime passionnel, les blessures sont le reflet d'une explosion, soit de rage, soit de haine, mais pas d'un processus de ficelage. Ça paraît peu compatible avec une hypothèse passionnelle. Prévenue par la police, la famille arrive à son tour et elle décrit un couple très uni. On comprend rien. On comprend rien. On est dans le vide le plus complet.
Et puis la panique, les pleurs, tout ce qui arrive dans ces moments-là. Et puis on ne sait pas où on est dans un monde à part. On attend, on espère, et puis le temps passe comme ça. D'entrée, on sent que l'on n'est pas dans un processus habituel. Et donc on se dit, aïe, attention, ça va être délicat parce que ça ne correspond à rien à ce que nous sommes habitués à voir. Maître Decaune, vous avez été aux côtés de votre père, l'avocat dans ce dossier de la famille Arran. Et il se trouve que vous connaissiez bien François-Xavier Arran. Oui, nous avons fait nos études ensemble, plus exactement dans le même établissement, à Tivoli, chez les Pères Jésuites, à Bordeaux. C'est le garçon le plus intelligent, le plus brillant que j'ai jamais rencontré. Il était lumineux, François-Xavier. Il était lumineux, il rayonnait, il était d'une vivacité d'esprit étonnante, un élève brillant. Et nous étions très copains pendant qu'il était à Tivoli. J'étais plus jeune que lui. Alors là, ça n'est plus aux camarades de classe que je m'adresse, mais à l'avocat. Est-ce qu'il pouvait s'être fait des ennemis ? François-Xavier, ainsi que son épouse, car ils sont indissociables. Aline et François-Xavier s'aimaient d'un amour absolu, passionné, passionnel, fusionnel, reconnu par tous. Ils ne pouvaient pas se passer l'un de l'autre. Et oui, la question s'est posée de savoir s'ils pouvaient avoir des ennemis. Et unanimement, tous ceux qui ont été entendus ont dit que ça paraissait impossible. Et des jalousies amoureuses, un amant, une maîtresse, rien de tout cela n'apparaît au dossier ? Si c'était pas aussi dramatique, on en sourirait, mais non, bien sûr que non. Je voudrais qu'on parle de l'hypothèse d'un enlèvement d'Aline pour réclamer ultérieurement une rançon. Est-ce que ça vous paraît crédible au moment des faits ? Disons que ça paraît souhaitable. Plus que crédible. Je m'explique. Parce que si Aline a disparu avec le but d'une demande de rançon, c'est probablement, peut-être, et on peut espérer qu'elle est vivante. Mais si on enlève Aline pour demander une rançon, c'est qu'on veut de l'argent, et si on veut de l'argent, on se sert dans la maison. Il y avait de l'argent dans cette maison. Il y avait même des lingots d'or. C'est vrai que l'on va découvrir que François-Xavier avait de l'argent, mais il avait des économies, point. Il était visible cet argent pour un éventuel voleur, cambrioleur qui se serait introduit dans la villa ? Non, il fallait le savoir. Il fallait le savoir, puisqu'il avait des petits coffres forts qu'il avait aménagés, qu'il avait cachés derrière un système électrique. Enfin bon, non, c'est pas visible à l'œil nu. Un crime hors du commun, plus une disparition, le tout dans un milieu bourgeois de province. Tous les ingrédients d'un bon polar sont réunis. La presse adore ça. Un chirurgien bordelais notoire de 37 ans, François-Xavier Arran, a été découvert assassiné chez lui ce midi dans sa baignoire de son domicile à Pessac. Le soir du 11 octobre, le parquet ouvre une information contre X pour assassinat, séquestration de personnes et vol. L'enquête est confiée à la police judiciaire de Bordeaux. François-Xavier Arran était un chirurgien confirmé et apprécié. Avec Aline, il formait un couple a priori sans histoire. Quelque chose intrigue les policiers. Dans la maison, tout est propre. La femme de ménage avoue. C'est elle qui est passée. Elle a fait le ménage avant de découvrir dans la baignoire le corps de son patron et de s'enfuir sans rien dire, paniquée. Ce nettoyage complique la tâche. Mais les policiers parviennent tout de même à relever des empreintes inconnues sur la voiture d'Aline et sur une bouteille de Pinot des Charentes que la femme de ménage a trouvée au premier étage. Le 12 octobre, le lendemain de la découverte du cadavre de François-Xavier et de la disparition de son épouse Aline, on retrouve la BMW blanche du chirurgien. Et elle a fait de la route, 600 km. Nevers, 7h du matin. En ouvrant ses volets, une habitante remarque une voiture blanche stationnée sur le trottoir. L'un des clignotants est resté allumé, la glace avant est ouverte, la clé sur le contact. Les heures passent.
Alors elle finit par appeler le commissariat, qui identifie immédiatement la voiture. Elle est recherchée. C'est celle de François-Xavier Hareng. Quand les policiers inspectent la voiture, ils retrouvent à l'intérieur des cartes d'identité des époux Hareng. Et des éléments plus inquiétants. On s'aperçoit que le siège passager avant est en partie couvert de sang et on découvre dans le dosseret de ce siège 2 orifices pouvant correspondre à une trajectoire de balles et balles que l'on retrouve dans la garniture de la portière passager. Il s'agit d'une balle de calibre 7,65. Inévitablement, nous pensons effectivement à un coup de feu qui a été tiré dans la voiture et au moins une personne blessée, voire tuée, puisqu'il y a un épanchement sanguin. L'examen de ce sang révélera qu'il relève du même groupe que celui d'Aline Hareng. L'ADN n'était pas encore utilisé à l'époque, mais c'était effectivement particulièrement alarmant. Dans la voiture, aucune empreinte exploitable. En revanche, on découvre un chéquier intéressant. Il montre qu'Aline Hareng a émis 2 chèques le 11 octobre, le lendemain de sa disparition. Le premier d'un montant de 3 000 francs, le deuxième de 150 francs. Les policiers commencent à reconstituer l'emploi du temps des époux Hareng. La veille du drame, François-Xavier Hareng a travaillé toute la matinée. Il a quitté la clinique vers 14h30 pour se rendre au tennis club de la Roseraie, à Mérignac. Je l'ai vu lundi, oui. Il est venu jouer, là, comme d'habitude. Il venait en principe tous les lundis, entre 3 et 5. Il s'amusait, ouais. C'est des foulées, surtout. Vers 17h15, François-Xavier Hareng a quitté le club pour rentrer chez lui. Les policiers ont retrouvé ses vêtements de sport dans le hall d'entrée. Au cours de la soirée, vers 20h40, un confrère les a appelés et celui-ci se souvient que le téléphone a sonné longtemps avant qu'on ne décroche. C'est Aline qui répond et visiblement elle a une voix qui ne paraît pas très naturelle, stressée, pas gérée dans son état normal apparemment. Et la même personne doit rappeler plus tardivement dans la soirée et à ce moment-là plus personne ne répond. En examinant les comptes bancaires d'Aline Hareng, les policiers constatent qu'un retrait de 1 000 francs a été effectué à 2h10 du matin, cours de l'intendance, à Bordeaux. Aline est donc sortie de chez elle en plein milieu de la nuit. C'est sans doute à ce moment-là qu'elle a quitté Bordeaux pour Nevers. Mais en chemin, elle s'est arrêtée, c'est sûr, car les policiers retrouvent sa trace à 9h du matin dans une banque de Limoges, où elle a émis son premier chèque. C'est dans cette banque que Mme Hareng a retiré mardi matin une somme de 3 000 francs contre un chèque. La signature du chèque a été expertisée, elle semble normale. Ce serait donc bien la femme du chirurgien qui aurait effectué ce retrait d'argent. Était-elle accompagnée? Impossible de l'affirmer. Mme Hareng n'a laissé aucun souvenir aux employés de la banque qui voient défiler chaque jour des centaines de clients. Après Limoges, deuxième arrêt, à Guéret cette fois, pour faire le plein dans une station-service qui a encaissé le deuxième chèque de 150 francs. Aline Hareng était-elle seule? Personne ne peut le dire. C'est le lendemain, le 12 octobre à 7h du matin, que la voiture est retrouvée dans une ruelle du Vieux-Nevers. Nevers, où une vingtaine de policiers de la PJ de Bordeaux se rendent donc immédiatement pour tenter de retrouver Aline Hareng. Ils font le tour des hôtels, des hôpitaux, des cliniques, des loueurs de voitures, des gares, sans succès. Jusqu'à ce que la presse diffuse la photo d'Aline et le signalement de la voiture, une BMW blanche. Et là, les témoignages affluent. Certaines personnes disent l'avoir vu la veille avec 2 personnes à bord, voire 4 personnes, voire 5 personnes. Et je pense qu'on ne peut pas se fier tellement à ces témoignages dans la mesure où ils sont vraiment contradictoires. Faute de mieux,
Les policiers les vérifient quand même. Ils effectuent même une battue au lieu-dit de la Vrille, là où un témoin leur a dit avoir vu la BMW stationnée sur le bord de la départementale. Il devait être 6h50, quelques minutes avant qu'on ne retrouve la voiture dans Nevers. Mais la femme du chirurgien reste introuvable. Aline Aran est-elle morte ou encore en vie? Ça fait 3 jours qu'on a retrouvé le cadavre de son mari et qu'on n'a toujours aucune nouvelle d'elle. La piste de Nevers ne donne rien. Les policiers reprennent leur enquête à Bordeaux. Ils ont ordre de ne pas parler aux journalistes. Et c'est connu, moins on parle à la presse, et plus elle a tendance à se passionner pour une affaire. On avait les journalistes aux trousses, en permanence. On vivait cachés pour avoir la paix. Moi, dès que je sortais, j'en avais 20 derrière moi. Donc, je ne pouvais sortir qu'avec la police. C'était comme ça. Hein. Mes parents, c'est pareil. Ils avaient 20 journalistes dans le jardin. Bon, enfin, c'est inimaginable ce qui s'est passé. À Sud-Ouest, le grand quotidien régional, l'affaire Aran fait la une, tous les jours. Elle a même pris la forme d'un encadré façon série noire. L'enquête sur le crime de Pessac est devenue le feuilleton de l'automne. La presse suppose que derrière cette histoire de meurtre, il y avait des histoires de mœurs. Comme si on n'avait pas le droit d'être assassiné par un bandit de grand chemin et être intègre. Quand on parle de drogue ou de partouze ou de choses comme ça, on est plus que dans l'erreur professionnelle. On est dans le vice. On est dans la culpabilité la plus absolue. Et puis il y a ces nœuds qui ont ligoté François-Xavier Aran. Ils alimentent tous les fantasmes. On parle de toutes les professions qui font des nœuds. Et on a même, à l'époque, demandé à un spécialiste de la Marine nationale de se prononcer sur la nature des liens qui avaient été ainsi constitués. Et si ces nœuds étaient des nœuds de chirurgiens? Justement, la police s'intéresse à l'un d'entre eux. Un chirurgien qui exerçait en Guyane, mais que devait bientôt remplacer François-Xavier Aran. Car les policiers apprennent que les Aran, mari et femme, venaient de donner leur démission et s'apprêtaient à quitter Bordeaux pour s'installer à Saint-Laurent-du-Maroni. Le mobile se trouve peut-être de ce côté-là. Les policiers s'envolent pour la Guyane, où on leur dresse un portrait peu flatteur du chirurgien. Certain de tenir un suspect, ils l'interpellent le 17 octobre. Le docteur semblait un témoin numéro 1 séduisant, chirurgien. Il aurait pu réaliser ces fameux nœuds relevés par les enquêteurs dans les liens de François-Xavier Aran. Mais le docteur n'était pas à Bordeaux et il tient à s'expliquer sur cette affaire. On ne prend pas des honnêtes gens tranquillement pour leur dire venez participer à l'enquête, venez nous aider, pour les mettre brutalement en cellule comme des criminels, on leur enlève pas les lacets de souliers, on respecte la dignité humaine des gens. Après la fausse piste guyanaise, retour à la case départ. Les recherches reprennent entre Bordeaux et Nevers, tandis que la famille passe à l'action. Le temps s'écoulant, les familles sont effectivement inquiètes. Et sans prévenir d'ailleurs les services de police, diffusent un avis de recherche par voie de presse nationale, demandant à toute personne susceptible d'avoir des renseignements à communiquer, de prendre contact avec Maître Decaune, avocat donc de la partie civile. Et ça marche. 3 jours plus tard, le 20 octobre, un homme appelle chez l'avocat. Il parle de rançon, mais Maître Decaune est absent. On lui propose de rappeler le lendemain à 21h. L'avocat sera là, la famille aussi. La police profite de ce délai pour mettre la ligne sur écoute, tandis que des équipes volantes se tiennent prêtes à intervenir dans Bordeaux. Maître Decaune, le 21 octobre, à 21h04, le téléphone sonne. C'est ce qui était convenu la veille. Et la conversation s'engage, tandis que les bandes magnétiques de la police tournent. Que dit le correspondant? Alors la conversation démarre, c'est mon père qui prend le téléphone. Puis très rapidement,
Il va dire « Je vous passe M. Jean-Marie Aran, qui est le propre frère de François-Xavier. » Et là, une conversation va s'engager, au cours de laquelle, essentiellement et tout au long de la soirée, Jean-Marie Aran, conformément à ce qui a été convenu, va essayer d'arracher à son interlocuteur la preuve de la vie d'Aline. Rapportez-moi un élément, je vais vous poser 2-3 questions dont elle est la seule à connaître la réponse. Apportez-moi un élément qui me prouve qu'elle est vivante. Et à un moment donné, l'interlocuteur va dire que Aline porte un pendentif que son père lui avait offert. Et ça, c'était pas paru dans la presse? C'était paru nulle part. Donc c'est la preuve que l'interlocuteur a bien vu Aline? A bien vu Aline, mais c'est pas la preuve qu'elle est vivante. Il accepte le principe comme ça de cette conversation à laquelle on lui demande des preuves, le ravisseur? En réalité, ce qu'il demande, avec insistance et en permanence, que son interlocuteur vienne à sa rencontre. Donc il dit à Jean-Marie, venez voir votre belle-sœur. Mais il lui dit où? Il dit rien. Il dit rien. Il dit venez. Et Jean-Marie, avec beaucoup d'à-propos, va lui dire mais il n'en est pas question aussi longtemps que vous ne me rapporterez pas la preuve qu'elle est vivante. Le sentiment qu'on a quand on l'entend, c'est qu'elle est vivante ou qu'elle est morte? Moi, ma conviction, malheureusement et très rapidement, c'est qu'elle n'est pas vivante. Et à aucun moment, finalement, on discute montant d'une éventuelle rançon Aucun moment. À aucun moment. Il a lâché le mot, une fois, 2 fois, puis c'est parti. Ça n'a pas eu de suite. Mais au fond, qu'est-ce qu'il veut, alors? Je ne sais pas. Voilà donc ce qui s'est passé chez Maître de Caunes entre 21h et minuit 30. L'avocat a reçu 6 appels, tous du même homme, et bien sûr ces conversations ont été enregistrées. Mais pendant ce temps-là, les policiers ne sont pas restés inactifs. Ils ont réussi à localiser le quartier de Bordeaux depuis lequel les appels ont été passés. Vers 23h, les 7 policiers en planque dans le quartier de la place de la Victoire repèrent un homme qui passe de cabine en cabine, au moment où le téléphone sonne chez Maître de Caunes. Nous repérons un homme de 25-30 ans, mesurant 1m75, 1m78, les cheveux blonds, porteur d'un collier de barbe blonde, et vêtu d'un jean, d'un blouson. Bon, il attire notre attention, mais dans un premier temps, pas plus que les autres personnes que l'on peut voir dans les cabines téléphoniques. À minuit, les policiers le repèrent de nouveau dans une autre cabine, cette fois à l'angle de la place des Capucins et du cours de la Marne. Cet individu interrompt sa communication un moment, sachant qu'une personne attend à l'extérieur pour téléphoner également. Et à peine donc cette personne sortie, l'individu blond rentre à nouveau dans la cabine et compose un numéro. À ce moment-là, nous signalons donc par radio au siège du service le fait que cet individu donc, est en train de composer ce numéro. Et il nous est répondu quasi instantanément que le téléphone sonne effectivement chez Maître de Caunes. Nous sommes 7 à proximité de cette cabine. Et je sollicite donc des instructions de la direction du service, pensant que des conditions d'interpellation étaient réunies. Les consignes qui étaient données à l'époque étaient bien entendu de ne pas procéder d'interpellation immédiate de tout suspect, pour une raison très simple qui est qu'il s'agissait d'une affaire où on considérait quand même qu'il y avait eu un enlèvement, et à partir de là, il fallait à tout prix éviter de mettre sa vie en danger si Madame Aran était encore en vie. Les policiers reçoivent l'ordre de filer l'individu sans se faire repérer. Alors à minuit et demi, à l'issue de la dernière communication, ils lui emboîtent le pas. L'homme descend rapidement le cours de la Marne en direction de la gare Saint-Jean. Arrivé à hauteur de la gare, il entre dans un immeuble. Les policiers croient l'avoir perdu, mais 10 minutes plus tard, ils le retrouvent dans un fast-food du quartier. Il en sort assez vite, il jette un coup d'œil autour de lui et il file.
À un moment, il est masqué à notre vue par un engin de travaux publics. Et malheureusement, on perd sa trace à cet instant-là, sachant qu'une surveillance discrète dans des rues quasi désertes à cette heure-là ne nous permettent pas de coller à l'objectif. Les policiers l'ont perdu, mais ils ont eu le temps de l'observer. Ils peuvent maintenant établir un portrait robot. Dans la journée qui suit, à 12h10, la carte bancaire d'Aline Aran est de nouveau utilisée à Bordeaux. Quelqu'un a tenté de retirer de l'argent dans un distributeur de la Société Générale, à la gare Saint-Jean. Mais cette fois, l'opération n'a pas marché. La carte a été avalée par l'appareil. Le dernier lien avec Madame Aran ou son ravisseur est maintenant rompu. Le lendemain, le 23 octobre, une découverte capitale ramène les policiers dans la région de Nevers. Madeleine Guyon est agricultrice au lieu-dit Lavry, près de Nevers. Le 23 octobre, elle se promène le long de la départementale 977 quand elle aperçoit un sac à main dans un fossé. Un sac à main de marque. J'étais avec ma maman qui avait une canne, j'ai pris la canne, je l'ai sortie comme ça du fossé. Et je l'ai ouvert et j'ai vu Aline Aran sur une enveloppe. Alors ça m'a vraiment interpellée quand même. Alors je suis revenue à la ferme un petit peu affolée. Et puis la gendarmerie est venue, bien sûr, la gendarmerie de Guérigny. Et ma foi, on nous a demandé de débarrasser la table. Et ils ont fait l'expertise, ils ont cherché... alors tout a été déballé sur la table. C'est sûr qu'on a vu ce qu'il y avait dans le sac, ça c'est évident. Dans le sac, il y avait des papiers, il y avait des chèques, il y avait des clés, des trousseaux de clés. Il y avait 2 bagues, des belles bagues. Il y avait un soutien-gorge avec une petite tache. On nous a dit que c'était une petite tache de sang. Moi, sur le moment, c'était marron, mais enfin, on nous a dit que c'était une tache de sang. Et il y avait un petit agenda avec des rendez-vous. Tout a été déballé, ce qui nous a un petit peu surpris, parce que finalement, nous, on ne voulait pas mettre d'empreinte, on était... voilà. Les gendarmes organisent aussitôt une battue près du lieu où le sac a été retrouvé. C'est à cet endroit qu'un témoin avait remarqué une BMW blanche le 12 octobre à 6h50. Une BMW avec une seule personne au volant. Bien entendu, l'inquiétude monte encore d'un cran. Nous pensons à ce moment-là qu'il nous reste peu de chances de la retrouver vivante, bien évidemment. 5 jours plus tard, en promenant son chien, un habitant du hameau de Pousselange découvre le corps d'une femme dissimulée derrière un buisson. Ici, là. Voilà. L'emplacement. Alors comment vous l'avez découvert, ce corps ? Je l'ai découvert pour une bonne raison, parce que ça sentait mauvais. Et puis j'ai dit à mon voisin, voilà, on va regarder, voir de ce que c'est. Puis je me suis avancé, là, j'ai vu la femme qui était là. Comment elle était ? Elle était couchée sur le côté comme ça, la tête dans la terre. Sinistre épilogue dans l'affaire de Pessac. Après la mort du chirurgien retrouvé étranglé dans sa baignoire le 10 octobre dernier, son épouse Aline Aran avait disparu. Son cadavre a été découvert ce matin dans un village de la Nièvre. Après 17 jours d'attente et d'angoisse, la famille d'Aline vient d'apprendre sa mort à la télévision. C'était incroyable de voir ça, incroyable. C'était surnaturel de voir ma sœur là, comme ça, en pâture, à la France entière. Alors que moi-même, je ne le savais pas et que je n'ai rien pu faire. Pour la protéger, ça c'est inadmissible. Et c'est horrible. Le lendemain, l'autopsie révèle que la mort d'Aline remonte à plusieurs semaines. Le meurtre a eu lieu dans la voiture, dans les heures qui ont suivi sa disparition. Aline Aran a été tuée d'une balle de 7,65 tirée à bout touchant en plein cœur. Cette affaire est donc un double meurtre. Et les policiers ont un portrait robot, celui de l'homme qui a téléphoné à Maître de Caunes. Mais aucun des témoins qui se sont manifestés à Nevers au moment où les policiers ont diffusé un avis de recherche n'a pu le reconnaître ou l'identifier. En désespoir de cause, le juge d'instruction envisage de diffuser à la radio l'enregistrement réalisé chez l'avocat, mais il y renonce.
par crainte qu'on y voit un appel à la délation. L'enquête est au point mort quand un inspecteur de la sûreté urbaine de Bordeaux, qui travaille sur une autre affaire, identifie l'homme que la PJ recherche depuis le 21 octobre. Un mois avant le début de l'affaire Aran, la sûreté urbaine de Bordeaux avait enquêté sur une série de cambriolages commis chez des médecins de la région. Et entre autres, sur le vol d'une voiture. Une CX. Quand la voiture avait été retrouvée, il y avait à l'intérieur une carte d'identité au nom de Lionel Cardon et des ordonnances volées chez un autre médecin, un pédiatre. Or, dans ce vol, il y avait eu un témoin. Ce témoin reconnaît, parmi les effets que nous avons en notre possession, sur la carte d'identité, la photographie de l'auteur du cambriolage. Il a un visage assez particulier, blond, visage mal rasé, petite barbe naissante. Il le reconnaît formellement. Il reconnaît en Lionel Cardon l'auteur du cambriolage. Alors dès qu'il apprend le meurtre de François-Xavier Aran, l'inspecteur Guidon fait le lien. Et pour cause, le meurtre a eu lieu dans la maison voisine de celle qui a été cambriolée. Le policier consulte le casier du dénommé Cardon. En 1977, il a été condamné à 10 ans de prison pour tentative de meurtre. Il est libre depuis 4 mois. Il sent qu'il tient une bonne piste, mais le 14 octobre, il est hospitalisé d'urgence. À son retour, le 8 novembre, le dossier Cardon a disparu de son bureau. Il prend contact avec les policiers qui conduisent l'enquête. 3-4 jours après, j'en parle à mon homologue de la PJ, en disant, voilà, moi j'ai un élément, il a fait un chirurgien dentiste à Lacanau, il a volé un véhicule, il a fait un cambriolage chez un pédiatre, le voisin des époux Aran. J'ai sa photographie, j'ai son identité, regardez si ça peut vous intéresser. La PJ est maintenant prévenue, mais à la sûreté, on n'apprécie guère l'initiative de son inspecteur. On me dit, c'est anormal, ce n'est pas acceptable. Vous n'avez pas à donner des éléments à la PJ sans vous en avoir fait part, sans avoir établi un rapport, et ça doit passer par la direction départementale qui, lui, informera la PJ. La vérité, c'est que les supérieurs de l'inspecteur Guidon étaient arrivés aux mêmes conclusions que lui, mais il semble qu'ils aient oublié d'en informer la PJ. Les services, à cette époque, sont notés à la réussite, au crâne, c'est-à-dire aux affaires. C'est un terme employé par les services, par des services en tous les cas de la sûreté. Chaque fois qu'on fait une affaire qui sort de l'ordinaire, on a fait un crâne. Et plus on en fait, plus on monte en valeur et en puissance. Et ça va au mépris de l'enquête judiciaire et de l'intérêt du justiciable. Le 15 novembre, la PJ se fait remettre la carte d'identité de Lionel Cardon. Et la surprise est de taille. On constate immédiatement que la photo figurant sur la carte correspond à celle de l'individu que l'on a observé dans les cabines téléphoniques dans la nuit du 20 au 21 octobre. Le lendemain, 2 fonctionnaires de la PJ se rendent en Alsace, à la maison centrale d'Ansisheim, où Cardon a passé 6 ans. Ils veulent faire entendre aux surveillants la voix du ravisseur. Ils sont formels. C'est celle de Lionel Cardon. Le jour même, à Paris, un fonctionnaire de l'identité judiciaire compare ses empreintes à celles relevées sur la R5 d'Aline et sur la bouteille de Pinot. Elles correspondent. Alors Dominique Rizet, qui est ce Lionel Cardon qu'Henri Guidon vient d'identifier? Il est fiché? Oui, il est fiché, Christophe. La police le connaît, puisqu'il vient de sortir de prison. Il vient de faire 6 ans de prison pour un braquage qu'il a commis avec un complice en 1977 dans une station-service. Le pompiste a tenté de s'interposer. Il a été blessé grièvement par balle. Pour ça, Cardon a pris 10 ans. Il a été condamné par la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Et ce qui est assez intéressant, parce que ça montre un petit peu la personnalité du garçon, au moment de son interpellation, quelques jours après le braquage, 77, il est âgé de 19 ans.
Il saute par la fenêtre du 4e étage de l'appartement dans lequel les policiers viennent le chercher. Il se fracasse, c'est vraiment le mot, il se fracasse sur le trottoir. Et là, il va être blessé, il a de multiples fractures. On va l'enfermer dans un corset de plâtre, donc il va vivre dans sa cellule, enfermé dans un corset de plâtre, alimenté par son codétenu. C'est une situation qu'il va avoir beaucoup de mal à vivre, d'autant que son codétenu est à moitié fou. Ça c'est en septembre 1977. Il aurait dû rester en prison jusqu'en 86-87, 10 ans, mais en fait, il va bénéficier d'une liberté conditionnelle. Et le 30 mai 1983, il quitte la maison centrale d'Ensisheim en Alsace. Il revient à Paris, il s'installe 2 mois chez sa mère. Et au bout de 2 mois, le 2 août 83, il lui dit « Je vais partir faire les vendanges à Bordeaux ». Alors effectivement, Cardon va bien partir à Bordeaux. Et le 16 novembre, au moment où les flics de la PJ de Bordeaux sont en train d'établir son implication dans le meurtre des époux Aran, eh bien Cardon, lui, il est là, arme en main, à la Société Générale de Pessac, en train de dévaliser la banque. Il part avec 50 000 francs, 7 500 €. Il est où, Cardon, là? On le sait? Il est dans la nature. Il est dans la nature. Alors les policiers le recherchent, évidemment, sauf qu'ils ont espoir de le trouver autrement. Ils lui ont tendu un piège. Cardon, il est en conditionnel, donc il est astreint à un contrôle judiciaire. Ça veut dire qu'il doit aller pointer, et il pointe à Créteil, en région parisienne. Et là, les flics ont monté une souricière, et c'est ici qu'ils l'attendent. Ils ont aussi placé sous surveillance et sur écoute les appartements de sa mère et de sa sœur à Paris. Le dispositif est prêt. Seulement voilà, le jour même, le journal Sud-Ouest publie en première page le portrait robot de Lionel Cardon. Le quotidien annonce que la police est à sa recherche. La nouvelle est reprise immédiatement par toutes les radios et toute la presse nationale. Ce scoop, c'est Jean-Michel Graille qui l'a obtenu. Ces informations, vous les avez eues comment? Ça, c'est mon problème. Par des policiers? J'ai fait mon travail. Dans la mesure où on n'a eu aucune information de source policière, on est obligé de faire notre enquête nous-mêmes. On a trouvé, on a publié ce qu'on a trouvé sans trahir aucun secret puisqu'on ne nous avait fait aucune confidence. Quand j'arrive à la PJ, tous les fonctionnaires sont dans les couloirs en train de lire les journaux, en train de discuter entre eux et tout le monde, le chef de service, les enquêteurs, est complètement désabusé. Et il ne fait aucun doute à ce moment-là que la fuite ne peut venir que de nos services. C'est d'autant plus regrettable que lorsque nous arrivons à Paris, que les écoutes commencent à fonctionner, l'une d'elles reprend une conversation de la sœur de Cardon à sa mère et lui apprend que Lionel se trouvait donc à son domicile le matin même, qu'il avait entendu la nouvelle en écoutant les informations et il avait donc repris son pétard, dit-elle, et donc avait disparu. Les policiers sont fous furieux. Cardon a échappé de peu à son arrestation. Il sait maintenant qu'il est recherché. Pendant 2 jours, il se cache dans Paris sous un faux nom, mais dans la nuit du 21 au 22 novembre, il fait de nouveau parler de lui. Il est 23h50, place de la Concorde, côté Champs-Élysées. 2 motards de la préfecture de police de Paris contrôlent un automobiliste. Une moto nous a frôlé à vive allure. Cette moto n'avait pas d'éclairage à l'arrière. Je suis donc de ce fait parti derrière lui. À cette heure-ci, la circulation est fluide. Les motards prennent facilement l'homme en chasse. Il conduit une moto rouge. Il se dirige vers l'Arc de Triomphe. Patrick Steinmetz arrive le premier à sa hauteur. J'ai intimé l'ordre au conducteur de cette moto de s'arrêter. Il m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit qu'il n'avait pas de lumière à l'arrière. Il a obtempéré, il a monté sa moto sur le trottoir. La personne interpellée nous a présenté des papiers de la moto, la carte grise qui n'était pas à son nom. Tout s'est bien passé sur place, il n'y a pas eu le moindre problème. On avait affaire à un individu qui répondait du tac au tac, sans aucune hésitation. Il n'y a eu aucun incident, aucun problème.
L'homme dit au motard qu'il s'appelle Berthaud, qu'il n'a pas son permis de conduire. Il accepte sans broncher de les accompagner jusqu'à la préfourrière de Ballard. Je roulais devant, l'interpellé roulait derrière moi, et en troisième position, mon collègue Auchard. Lorsque nous sommes arrivés à l'entrée de la fourrière, il faut prendre un petit passage, et moi j'ai tourné pour entrer dans cette fourrière, et l'individu derrière moi, au lieu de me suivre, a accéléré et est parti tout droit. Mon collègue Auchard étant juste derrière lui a emboîté le pas et est resté derrière lui. La course-poursuite commence. Le fuyard fonce, il grille les feux. Dans sa roue, le policier Auchard ne le lâche pas. Les deux motos filent en direction du bois de Boulogne. Et c'est l'accident. Les deux hommes sont à terre. Une fusillade éclate. Claude Auchard s'écroule. 2 balles de 7,65 dans le cœur. Quand on n'est que deux, qu'il y en a un qui reste par terre, vous vous culpabilisez obligatoirement. Moi j'ai mon collègue, il est toujours en photo là avec sa plaque et voilà quoi. On peut pas oublier, c'est pas possible. Après les coups de feu, le meurtrier s'est sauvé à pied à travers le bois. Une chasse à l'homme est lancée. Plus de 50 voitures de police sillonnent les avenues du bois toute la nuit. Grâce à sa moto, le fuyard est maintenant identifié en fait de Berthaud. Il s'appelle Lionel Cardon. Normalement, nous aurions dû avoir des fiches distribuées dans les services avec sa photo et le pédigré de cette personne, puisqu'il était quand même recherché pour un double meurtre déjà. Et on n'a pas eu ces fiches. Ces fiches ont apparu dans les services peu de temps après la mort de mon collègue. Au petit matin, les 500 policiers et gendarmes mobilisés abandonnent la traque. Une nouvelle fois, Lionel Cardon vient de leur échapper. À 10h25, l'AFP, l'agence France-Presse, reçoit un appel. C'est Cardon. Il veut s'expliquer. Il affirme être Lionel Cardon. Il dit « C'est moi qui ai tué le motard au bois de Boulogne hier soir. Mais j'ai agi en état de légitime défense. » Et il donne le type de la moto, une Honda, le numéro de la plaque minéralogique. Et ces deux détails, à ce moment-là, n'étaient connus que de lui et des enquêteurs. Et quand le journaliste lui demande qui a ouvert le feu, Cardon raconte. Il dit qu'il a eu l'impression que le policier mettait la main, mettait la main de côté vers l'étui de son arme pour dégainer. Et c'est à ce moment-là, et il a cru que le policier allait tirer sur lui, et donc qu'il a ouvert le feu. À l'AFP, c'est la première fois qu'un assassin revendique ainsi son crime. La conversation n'a duré qu'1 minute 30, mais à 16h, Lionel Cardon rappelle. Cette fois-ci, il veut faire passer un message. Dans le feu de l'action, comme ça s'est passé cette nuit, j'ai tiré instinctivement, je veux dire, je n'ai pas visé. J'ai été blessé. Oui. Alors, au lieu, comme je suis en train de me vider là de mon sang, je voudrais faire un petit communiqué ayant trait à l'affaire Aran, cette dramatique affaire. Oui. Et dire que je suis totalement étranger quant au déroulement dramatique qui s'en est écoulé. Cette affaire a été montée de toutes pièces, je veux dire, c'est une machination complètement dégueulasse. Je pense que j'ai le dos au mur maintenant et que je ne vais pas aller très loin. Le communiqué enregistré est diffusé par toutes les chaînes et toutes les stations de radio. En 24 heures, Cardon est devenu l'ennemi public numéro 1. Alors Dominique Rizet, voilà la une du journal Sud-Ouest qui publie un dessin tiré de la photo de Lionel Cardon et qui ne publie pas son nom. Sud-Ouest écrit Lionel C, mais dans la foulée, la totalité des radios vont donner le nom de Lionel Cardon. Ça va provoquer
une énorme polémique. Ouais, alors ça va réagir très très vivement, c'est normal. D'abord les magistrats, le syndicat de la magistrature, syndicat de gauche, qui demande à ce qu'on identifie les policiers qui ont donné ces informations à la presse, communiqué ces infos à la presse, et à ce qu'ils soient sanctionnés. Il n'y a pas de hasard à ça. En fait, pour la petite histoire, les magistrats ont été mis en cause par les policiers pour avoir laissé sortir Cardon plus tôt de prison. C'est-à-dire pour sa conditionnelle, il aurait dû sortir en 86, il est sorti en 83. Les policiers disent, messieurs les magistrats, si vous ne l'aviez pas laissé sortir, il n'aurait pas tué le couple Aran, il n'aurait pas tué le brigadier Auchard. Grosse colère aussi du côté de la place Beauvau. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, déclenche une enquête administrative, nomme un haut fonctionnaire, et là, les sanctions vont pleuvoir sur des policiers qui vont être punis, des policiers de Bordeaux qui vont être mutés, et en fait, des mutations et des punitions assez injustes finalement, puisqu'on ne saura jamais vraiment qui est le policier qui a communiqué ces informations à Jean-Michel Graille, le journaliste de Sud-Ouest. Quel est le poids de cette affaire dans l'opinion et dans la presse à l'époque ? C'est le fait divers dont on parle. C'est l'affaire qui feuilletonne. C'est un meurtrier qui est en cavale. Donc il est devenu l'ennemi public numéro 1. On le cherche partout. Et puis il y a la personnalité aussi de ses victimes, les époux Aran, un mystère. Et puis c'est un tueur de flics. Le 24 novembre, à 9h du matin, la police rend un dernier hommage au brigadier Auchard dans la cour d'honneur de la préfecture de police. Après avoir épinglé la médaille d'or du courage et du dévouement sur le cercueil, Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, s'adresse aux policiers. Le gouvernement soutiendra la police dans sa tâche qui répond à une préoccupation nationale. Il le fera avec fermeté et détermination. Claude Auchard est cité à l'ordre de la Nation. Il avait 35 ans. Il laisse une veuve et 2 petites filles. À l'époque des faits, j'avais 12 ans. C'est mon papy qui, à l'époque, qui m'a emmené le voir. Et quand on est arrivé dans la pièce, il y avait des cercueils avec le drapeau dessus. Je me suis accrochée au drapeau, je ne voulais plus sortir de la pièce. C'est mon grand-père qui m'a sorti de cette pièce. Et c'est vrai que j'ai mis énormément d'années, et même encore aujourd'hui, j'ai du mal à accuser le coup, quoi. Dans les rangs de la police, la mort du brigadier Auchard soulève la colère. C'est le 8e homme qui perd la vie en service commandé depuis le début de l'année 83. Les syndicats de police dénoncent le laxisme des magistrats qui ont accordé à Lionel Cardon une libération anticipée. Ils réclament des peines incompressibles pour les assassins de policiers. Quand le cortège quitte la cour de la préfecture, le corbillard disparaît sous les gerbes de fleurs. Et alors que se déroule cet hommage au brigadier Auchard, Lionel Cardon réapparaît rue Niccolo, dans le 16e arrondissement de Paris. Il s'introduit sous un faux nom dans le cabinet d'une avocate. Il va la prendre en otage. Il est 9h du matin lorsque Lionel Cardon se présente sans rendez-vous et sous un faux prétexte au cabinet de maître Dreyfus. La secrétaire le fait entrer dans la salle d'attente. J'ai ouvert la porte du bureau. À ce moment-là, il est entré dans le bureau en tenant un revolver à la main. Je n'ai pas eu peur pour ma vie, mais je pensais que ma vie était terminée. Je me suis dit, bon, c'est le moment de retourner à Patresse. Cardon exige que maître Dreyfus convoque chez elle une journaliste du quotidien de Paris, Annette Kahn. La veille, celle-ci a publié un portrait de lui qui ne lui plaît pas. Je lui ai dit, monsieur, je ne suis pas à votre service. Je n'ai aucune intention de téléphoner à Annette Kahn. Faites-le si vous voulez. Faites usage de votre arme si ça peut vous faire plaisir. Moi, je suis de toute façon en sursis depuis 1945. Par conséquent, c'est tout bénéfice. Cardon se tourne vers la jeune secrétaire qui accepte sous la menace d'appeler la journaliste. En l'attendant, Lionel Cardon retient en otage Nicole Dreyfus, sa secrétaire, la femme de ménage, et puis aussi le chien de l'avocate. Le chien avait besoin, effectivement, de faire ce à quoi tout chien est tenu dans les heures de la matinée.
Et la vieille bonne a beaucoup insisté en disant, pauvre bête, bon, Cardon s'est laissé convaincre. Et on est tous descendus. On a lâché le chien à la porte, il savait parfaitement ce qu'il avait à faire, il était fort bien éduqué. Il est revenu et on est rentré. Mais l'ascenseur est trop petit. Alors la femme de ménage remonte à pied. Dans l'escalier, elle croise la gouvernante de la voisine. Et lui a dit, Madame Germaine, nous sommes avec un homme armé. Veuillez prévenir la police ce qu'elle a fait. Il est presque midi. Les 3 femmes et Lionel Cardon attendent l'arrivée de la journaliste. Annette Kahn, alors il faut que vous nous racontiez votre arrivée chez Maître Dreyfus. Il est environ midi. Vous ne vous doutez de rien? Non, de rien. Je ne savais pas du tout. Mon travail, moi, à l'époque, c'est de travailler avec les avocats et les magistrats. Donc, un avocat qui m'appelle, je dis oui, j'y vais. C'est normal, même si je ne sais pas du tout pourquoi elle m'appelle. Bon, j'arrive, je sonne, Nicole m'ouvre la porte, mais elle avait comme une réticence à me laisser entrer. Donc, je pousse la porte, j'entre, et une fois que je suis là, elle me dit, la surprise, elle est là. Et je vois ce garçon, qu'on reconnaissait très bien, parce qu'il était passé dans tous les journaux. Donc d'entrée de jeu, vous dites, c'est Lionel Cardon. D'entrée de jeu, je me dis, c'est Lionel Cardon. Je pensais qu'il voulait faire une interview. Allons-y. Et on se dirige vers le bureau de Nicole. Et en passant près de la jeune fille, elle me dit, excusez-moi, j'ai pas pu faire autrement. Et là, je m'aperçois que l'homme est armé, que la jeune fille qui m'a appelée, elle n'a pas pu faire autrement que m'appeler parce qu'elle était menacée. Vous avez peur, à ce moment-là? Oui. Ah oui. Ah oui, j'ai peur, oui. Peur de quoi? Je savais que ce garçon-là avait tué déjà, était responsable en tout cas de trois morts. Enfin, il était recherché pour ça. Les deux, le médecin, sa femme et le policier dans le bois de Boulogne. Et puis, il a une arme. Et vous savez, quand on se trouve devant quelqu'un qui est armé et qui a comme ça cette espèce d'allure froide, glacée, moi, j'ai eu très peur, oui. Je pensais que ma vie s'arrêtait là, dans ce bureau. Pourquoi vous? Il vous le dit, Cardon? Oui. Alors, il a mon article, l'article que j'avais fait justement le mardi matin sur lui. Il dit, c'est vous qui avez écrit tout ça? Je dis, oui, c'est moi qui ai écrit tout ça. Mais vous ne savez rien sur moi, vous croyez savoir. Enfin, je ne sais plus comment les choses s'enclenchent. Mais qu'est-ce qu'il a mis en colère dans ce papier? Peut-être parce que j'en savais un peu beaucoup sur lui. Un peu plus que les autres, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il veut, Cardon? Vous êtes là, Maître Dreyfus est là. Il faudrait peut-être lui demander. Mais il vous dit quoi? Alors, il me dit, à ce moment-là, il me dit qu'il veut parler des conditions de détention. Que si vraiment j'étais à la recherche d'un scoop, il allait m'en donner un. Et que je pourrais raconter tout ce qui se passe dans la prison, que l'humiliation, l'infantilisation des détenus, enfin tout le discours traditionnel. Un peu hors sujet par rapport à sa cavale. Ah, mais il m'en a pas du tout parlé de sa cavale. Ça, on n'a pas parlé une seconde des faits qui lui étaient reprochés. Mais alors il veut quoi? Il veut que vous preniez des notes? Alors je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, on entend la sirène de police dans la rue. Pimpon, tout ça. Alors je me dis, bon, et s'ils savent qu'il faut venir ici, qu'est-ce qui va se passer? Alertés par la gouvernante, les policiers du commissariat du 16e arrondissement débarquent à 12h30. Ils sont armés de pistolets mitrailleurs. Les policiers sont arrivés et ont tiré. On a retrouvé 6 douilles dans l'entrée de mon appartement. Personne n'a été blessé. Un miracle. Cardon aussi a tiré, à travers la porte, et il a grièvement blessé l'un des policiers à l'abdomen. Ses collègues l'évacuent rapidement. Ils viennent de comprendre à qui ils avaient affaire. À 13h, un important dispositif se met en place. Le quartier est entièrement bouclé. Alors que les télévisions s'installent rue Niccolo pour suivre en direct la prise d'otages, les policiers grimpent sur les toits et les balcons des immeubles voisins. La brigade anti-gang installe son quartier général dans l'appartement voisin de celui de l'avocate. Dans cet appartement, il y avait une dame qui était en phase terminale d'un cancer, je crois. D'ailleurs, l'infirmière était à son chevet. Le seul téléphone était auprès du lit. Et régulièrement, j'allais m'asseoir sur ce lit pour téléphoner. Et c'était complètement surréaliste. Dans le feu d'action, si je puis dire, j'ai laissé monter à l'étage les autorités administratives et judiciaires, sans même m'en rendre compte.
On se retrouve à un moment donné dans l'appartement en face avec le procureur général, le procureur de la République, le directeur de cabinet du ministre, le bâtonnier de l'ordre des avocats, le préfet de police, mon directeur, ce qui était normal. Ça faisait beaucoup de monde. Et en cas d'intervention, c'était gênant. En plus des autorités judiciaires et de nombreux policiers, des journalistes qui effectuent un reportage sur la brigade anti-gang se retrouvent au cœur de l'action. Dans la cuisine à côté, ils font le plan d'intervention, ils sont tout autour de l'appartement, ils sont en face et ils peuvent intervenir à n'importe... En quelques secondes, ils peuvent intervenir sur ordre de Davnas. Mais ils ont privilégié la négociation. Au cours de la fusillade, une balle a coupé le fil du téléphone chez Maître Dreyfus. Toute communication avec Lionel Cardon est maintenant impossible. Alors, la négociation s'engage sur le palier, à travers la porte fermée. On sentait qu'il y avait à l'intérieur de l'appartement une tension importante, où Cardon manipulait son arme. On pouvait tout imaginer. Je pense que Laurent Davnas et moi, on avait le même sentiment. Cet individu était capable de tout. Cardon disait, maintenant je suis fichu, la police est là, l'avenir qui m'attend est abominable, je vais mettre fin à mes jours. Je lui dis, je vous en prie, n'en faites rien. Nouvelle négociation. Après de longues palabres, la situation semble se débloquer. Lionel Cardon libère la jeune secrétaire. 20 minutes plus tard, l'employé de maison sort à son tour. La télévision relate tout ça en direct. Mais à 16h40, un flash fait brutalement monter la tension. Il serait peut-être sur le point de se rendre. Cette reddition devrait peut-être s'obtenir quand même par la force, car nous venons effectivement de voir plusieurs hommes de la police se précipiter vers l'appartement en tenue d'alpiniste, avec chaussures d'alpiniste et cordes, et peut-être que la décision vient d'être prise de prendre Cardon, que l'assaut soit donné par les toits. Cardon se braque et nous dit mais on est en train d'organiser l'investissement de l'appartement par la force, j'hésiterai pas à tuer les otages et me supprimer après. Donc on le calme, on essaye de le calmer et quand c'est bon on intervient énergiquement pour qu'il n'y ait plus d'interférence entre l'extérieur et l'appartement, qu'on reste en vase clos. Posté sur l'immeuble d'en face, un tireur d'élite annonce qu'il tient Cardon dans son viseur. Il attend les ordres. Et le préfet de police qui était à côté me dit tout aussitôt, d'un ton péremptoire, qu'en cesse, il faut le neutraliser, tout de suite. Je crois même qu'il a employé un mot un petit peu plus fort. Moi, je m'y oppose avec l'appui de mon procureur de la République, M. Boucherie, en disant on a commencé une négociation, c'est un criminel, il doit rendre des comptes à la justice. Et le préfet de police m'a dit si les choses tournent mal, vous en porterez la responsabilité. Alors comment ça se passe, Annette Kahn, les négociations à l'intérieur du cabinet? Vous êtes maintenant 3 dans l'appartement, il y a Lionel Cardon, il y a Maître Dreyfus, puis il y a vous. Et puis il y a moi. Il est comment là? Il ne sait plus où il en est, parce que ce n'est pas prévu dans ses plans que la police intervienne. Donc, si vous voulez, il pense les choses de minute en minute. Il n'avait pas de plan, parce que c'est un garçon qui fait des plans. Il se rend bien compte que les carottes sont cuites pour lui. Il se rend bien compte que les carottes sont cuites, mais en même temps, il veut essayer d'alléger un petit peu la situation. Alors, de l'autre côté de la porte, il y a une quantité incroyable de policiers, et puis il y a surtout Laurent Davnas qui intervient pour essayer de faire sortir les otages, d'arrêter Cardon, enfin bon, les négociations habituelles. Et Cardon me prend moi comme intermédiaire entre Laurent Davnas et lui. D'accord. Et à chaque fois, il m'amène vers la porte en me tenant par le col, avec le revolver derrière la tête. Et c'est moi qui parle avec Laurent Davnas. Tout se passe, toutes les choses avancent comme ça à travers la porte, d'un côté et de l'autre de la porte. Mais Cardon se rend bien compte qu'il va falloir qu'il se rende. Oui, mais ça traîne quand même, parce qu'il n'a pas envie, parce qu'il veut me parler de la prison encore une fois, parce que moi, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas libre de mes mouvements. Mais il vous a respecté pendant cette prise d'otage? Complètement. Alors ça, c'est très important, complètement. Jamais un mot grossier, jamais un geste, et pourtant, il aurait pu faire ce qu'il voulait. Jamais un geste déplacé, jamais une familiarité. À un moment donné,
Vous tentez un coup de bluff avec lui, vous lui dites « je sors ». C'était dans l'après-midi, il devait être 4h, 4-5h, je sais plus. Je lui dis, bah moi je m'en vais, j'ai plus rien à faire ici, je m'en vais. Et il est d'accord pour me laisser partir, Cardon. Et je vais vers la porte et je dis à Laurent, Laurent, je vais sortir. Et il me dit, tu sors mais avec l'arme. Je dis, comment ça? Je peux pas sortir avec l'arme. Il me dit, tu t'es fourré là-dedans, tu te démerdes. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et c'est là que je comprends que, pour tous les gens de l'extérieur, Nicole Dreyfus et moi avions organisé un rendez-vous avec Cardon. Ah, il vous pense complice de cette opération? Mais il ne savait pas à ce moment-là comment j'étais arrivée là-dedans, pourquoi chez Nicole. Tout le monde disait l'avocate de Cardon, l'avocate de Cardon. Mais Nicole Dreyfus, c'était pas l'avocate de Cardon, c'était l'ennemi de Cardon, c'était l'avocate anti-Cardon. Donc vous sortez sans larmes? À ce moment-là, je peux pas sortir parce qu'il veut pas que je sorte sans larmes. Donc je suis encore coincée 1 heure ou 2. Et puis vers 6h, moi j'en pouvais plus aussi. Et je dis à Cardon, maintenant ça va, je m'en vais, je sors. Mais il fallait qu'il me laisse sortir quand même sans que, de nouveau... Ah ouais, vous sentez que le moment est propice, quoi. Oui, le moment est propice. Et en partant, ça m'a été beaucoup reproché, ça, mais personne n'a compris. En partant, je lui dis, je vous souhaite bonne chance et je l'embrasse, sur les 2 joues. Je l'embrasse pour pouvoir lui tourner le dos et pouvoir sortir. Mais il faut comprendre que c'est un geste de survie. Et c'est à ce moment-là, et je sors carrément, avec ma petite bande enregistrée, que j'ai donnée après aux policiers, d'ailleurs. Et là, vous sentez... une hostilité de leur part. Mais l'hostilité, j'ai senti quand j'ai descendu l'escalier, déjà, 4 étages, avec une double haie de policiers tout le long, et on aurait dit qu'il faisait moins 30 là-dedans, tellement c'était glacé. Et je comprenais pas très bien pourquoi tout le monde avait l'air de m'en vouloir comme ça, parce que pour moi, c'était clair que j'avais rien fait de mal. J'avais fait mon travail, et pour eux, j'avais organisé ça. Après la sortie d'Annette Kahn, vers 18h, Maître Dreyfus reste en tête-à-tête avec Cardon. Malgré l'insistance du bâtonnier qui lui demande de sortir, elle refuse de laisser Cardon tout seul. Je me suis dit que si je sortais, il est évident que le sort de Mesrine serait réservé à Cardon. Et qu'il y avait en tous les cas toute chance pour qu'il ne soit pas interpellé, mais qu'il sorte lui-même son arme, qu'il y ait une bagarre et que ça se termine par la mort de la personne qui était sous mon toit. Et puis, à un moment donné, il a cédé en réclamant une cigarette. Et ça, on s'est dit avec Ansès, ça y est, il est cuit. Maître Dreyfus ouvre la porte, et Laurent Damnas et moi, on se trouve devant l'entrée. On a, au fond du vestibule, Lionel Cardon, le pétard sur la tempe. Et, tout en discutant, Laurent Damnas et moi, on fait quelques petits pas. Et puis là, je crois me souvenir qu'il nous arrête en nous disant « Enlevez vos vestes ». On enlève nos vestes. Et il voulait manifestement voir si nous n'étions pas armés. Je dois dire que c'était un petit peu en contradiction avec son idée de se suicider. Il ne voulait pas qu'on lui fasse du mal, mais il voulait se suicider. Enfin, bref. Et là, nous sommes restés dans l'appartement environ 1 heure, à tour de rôle, Maître Dreyfus, Laurent Damnas et moi, en lui disant « Fais pas l'imbécile, lâche ton arme ». Enfin, on a employé tous les arguments que vous pouvez imaginer. Moi, j'ai eu peur jusqu'au bout qu'il mette fin à ses jours. Je lui ai parlé comme on parle à quelqu'un qui est dans la tristesse, dans le danger, qui est proche de la mort. Et c'est elle qui emporte le morceau en lui demandant de rendre son âme. Il le fait en 2 temps. Il rend le chargeur, et puis il continue, il remet l'arme sur sa tempe, et il dit « J'ai une balle dans le canon ». Les super flics de la brigade anti-gang commencent à se poser des questions. Ils disent « Mais alors c'est quoi? Tu vois ce que c'est comme... C'est un pistolet automatique. » Parce qu'il y a des pistolets automatiques, si vous enlevez le chargeur, vous ne pouvez plus tirer. Il y en a d'autres, ça marche quand même. Donc il y a cette conversation un peu surréaliste des super flics qui ne savent pas s'ils peuvent intervenir ou ne pas intervenir. Et puis, il fait mine de s'enfermer. À ce moment-là, Maître Dreyfus, qui voit le mouvement, se précipite sur lui. J'essaie de la ceinturer. Pas qu'elle aille se mettre dans les bras de Lionel Cardon, qui est armé, on ne sait jamais. Elle a été plus rapide que moi et elle s'est retrouvée à côté de Lionel Cardon. Et il m'a dit, voilà mon arme, c'est à vous que je me rends. On assiste à une scène de film, pas une arrestation telle qu'on l'imagine, assez violente, assez... très très cool. Même Cancès lui dit, Lionel, il va falloir que je te mette les menottes. C'est pas, on lui saute pas dessus, on lui met pas les menottes. Ça se passe d'une façon...
un peu surréaliste par rapport au bonhomme et à ce qu'il a fait. Il a de l'allure. Il a de l'allure. Et il n'a pas une tête de tueur. Mais il n'empêche qu'il a laissé derrière lui un certain nombre de cadavres. Il est 19h35 quand Lionel Cardon sort de l'immeuble, filmé en direct. La prise d'otage a duré 9 heures. Cardon s'est rendu sans condition. Il est aussitôt conduit au 36 quai des Orfèvres. Maître Blasi, vous êtes l'avocat de Lionel Cardon. Alors après son passage au 36 quai des Orfèvres, où vous le voyez en garde à vue, il est d'abord déféré devant le juge d'instruction Jean-Louis Debré, l'actuel président du Conseil constitutionnel, pour s'expliquer sur le meurtre du motard. Comment ça se passe avec le juge Debré? Il veut d'abord expliquer sa vie. Ça, c'est un premier point. Il veut parler, il veut qu'on le comprenne. C'est un homme qui est avide d'amour, il veut qu'on l'aime. Et pour qu'on l'aime, il faut qu'il s'explique. Bon, là, le juge Debré ne veut pas en entendre parler, veut rester sur les faits. Ce sont des entretiens extrêmement froids. Il se braque en fait. Enfin, on sent que... Les deux sont braqués, le juge ne cédera pas et Cardon ne cédera pas. Et puis donc, par la suite, il n'y aura rien du tout qui sortira de plus de l'enquête préliminaire au cours de cette instruction. Cardon se lance dans une grève de la faim après ce premier interrogatoire chez le juge. Oui, mais oui, parce qu'il ne peut pas s'expliquer. Cardon, lorsqu'il s'est rendu, a demandé, et on lui a promis, qu'il y aurait un procès équitable. C'est ce qui lui avait été promis. Et à partir de là, comme il se trouvait face à un mur avec le juge d'instruction qui ne voulait pas l'entendre, et bien à partir de là, il s'est mis en grève de la faim. Alors en plus de ça, avec le quartier d'isolement, c'était bien sûr peut-être la seule solution pour lui. Une seconde instruction est ouverte à Bordeaux, conduite par le juge d'instruction Jean-Luc Martin, pour le meurtre des époux Aran. À ce moment-là, est-ce que Cardon reconnaît qu'il est responsable, au moins pour partie, de ce double meurtre? Non, lui, ce qu'il dit, il dit, moi, en ce qui concerne les meurtres, ce n'est pas moi qui ai tué, je ne donnerai pas, moi, d'autres détails parce que ma culture m'empêche de dénoncer, je ne dénoncerai pas, mais il y a d'autres personnes, et l'enquête va le prouver, il n'y a aucun doute sur ce point, l'enquête va le prouver, c'est à la police de faire son travail et de les arrêter. Lionel Cardon reconnaît qu'il était bien chez les époux Aran le soir du 10 octobre 83. Mais il n'était pas seul, il y serait venu à la demande d'un couple ami des Aran, un certain Patrick et sa compagne Isabelle, qui voulaient faire chanter le chirurgien. Le plan consistait à prendre Aline en otage, le temps que François-Xavier Aran réunisse l'argent. Cardon affirme qu'il n'est jamais monté à l'étage. C'est Patrick et Isabelle qui auraient ligoté le médecin dans la baignoire pour éviter qu'il ne donne l'alerte trop tôt. Il n'était pas question de le tuer. Les complices et leur otage auraient ensuite pris la route en direction de Nevers à bord de 2 voitures, la BMW de François-Xavier Aran et la Passat du couple. À la station-service de Guéret, Lionel Cardon aurait laissé Patrick prendre le volant de la BMW pour suivre dans la Passat. Sur la route de Nevers, la radio a annoncé la mort du chirurgien. Aline se serait alors jetée sur Patrick. C'est lui qui aurait tué. Cardon l'affirme, il n'a tué ni François-Xavier, ni Aline. La mort du chirurgien est un accident et c'est le dénommé Patrick qui a battu Aline. Patrick, d'accord. Mais Patrick comment? Cardon n'en dit pas plus. Il dit juste qu'Isabelle était une ancienne relation de travail d'Aline Aran. Le juge d'instruction fait vérifier 12 000 noms de personnes qui ont un jour travaillé à l'hôpital à Bordeaux. Ça ne donne rien. Pendant ce temps-là, en prison, Cardon fait des siennes. Lionel Cardon est incarcéré à la prison de Gradignan, près de Bordeaux. Il est au secret. Le 1er janvier 85, il blesse grièvement un surveillant avec une barre de fer en tentant de se faire la belle. C'est un détenu qui est très agressif, que ce soit dans ses paroles comme dans ses actes, et qui est à l'affût, vu l'affaire qu'il est à l'affût de tout, et il veut s'échapper. C'est sûr qu'il veut s'échapper, il fera tout, toujours pour s'échapper.
Cardon est enfermé dans une cellule de haute sécurité. Un cube de béton simplement aéré par une minuscule meurtrière. Pas un meuble et un trou en guise de toilette. C'est dans ces conditions qu'il reçoit la visite du psychiatre. Il me dit, ma seule obsession, c'est de ne pas mourir, parce que je sais que les matons, c'est le terme qu'il emploie, veulent ma mort, j'ai blessé l'un d'eux, donc on prétextera, je suis tombé dans l'escalier ou n'importe quoi, ils veulent ma mort. Et pour ne pas mourir, il faut absolument que je passe dans la presse régulièrement, que j'attire l'attention sur moi pour qu'on repère où je suis et qu'il y ait une vigilance sur moi. Et pour ça, tout sera bon. Si je dois tuer quelqu'un, je tuerai quelqu'un. Et il reste un moment, et il me dit, à ce moment-là, il me dit, si mon intérêt ici, c'était de vous étrangler maintenant, je le ferai. Et il n'est pas du tout dans l'humour, hein. Il n'est pas du tout dans la truculence. C'est même pas le fier à bras qui est content de lui. C'est froid, c'est glacial. Ce qu'il me disait là, c'était rien d'autre que l'équation. Et il a ajouté, mais ça n'a pas d'intérêt pour moi actuellement. Cardon fait peur. On le croit capable de tout. Ses déplacements chez le juge d'instruction sont entourés d'importantes mesures de sécurité. Pourtant, le juge Jean-Luc Martin espère mettre l'homme en confiance, l'amadouer et obtenir des explications sur les nombreuses zones d'ombre qui entourent toujours l'affaire Hareng. Moi, je retrouve cette perception de quelqu'un qui peut-être n'est pas aussi antipathique, en tout cas qu'on l'a dépeint. Ça paraît peut-être choquant de dire ça. J'essaye de comprendre son histoire personnelle. Mais son histoire personnelle, c'est quelque chose de difficile à aborder parce que c'est, pour ce que j'en ressens, quelque chose d'extrêmement douloureux chez lui. Cardon naît en 1958 et il passe son enfance à Honfleur, enfance heureuse, aux côtés de son frère et de ses deux sœurs. Mais un jour, sa mère quitte le foyer. Elle les abandonne à leur père, un garde-côte souvent absent. À partir de ce moment-là, il dit que son frère, ses sœurs vont s'effondrer, que lui-même est complètement anéanti par cela, et sa mère va vivre sa vie pendant que son père, lui, cet homme, cette représentation de force, s'effondre dans l'alcool. Et le voilà, spectateur atterré de l'effondrement de son père, en errance sociale et scolaire, et il survit comme ça, avec une période d'espoir autour de 16-15 ans, puisque en collaboration entre son père, un oncle ou un parrain et lui-même, dit-il, ils ouvrent une auberge, avec la perspective de repartir, de reprendre, et c'est à ce moment-là que son père se jette du haut d'une falaise et se suicide. Cardon vient d'avoir 16 ans. Un an plus tard, son casier compte déjà 6 condamnations pour vol et tentative de vol. La suite, on la connaît. Le braquage d'un pompiste, la prison à Ensisheim, une libération conditionnelle au bout de 6 ans et l'affaire Hareng. Après 2 années d'instruction, Lionel Cardon clame toujours son innocence et rejette toute la responsabilité du double meurtre de Pessac sur ses complices, dont il n'a donné que les prénoms. Vous avez une déclaration, Lionel Cardon, nous faire? J'attends que les 2 protagonistes de l'affaire soient identifiés par les services de police. Cardon soigne son image. Courtois, dandy, une écharpe blanche perpétuellement enroulée autour du cou, comme pour mieux repousser l'image de monstre qu'on veut lui coller. En novembre 85, l'instruction est bouclée tant bien que mal, car Cardon n'a rien avoué. Mais le procès de l'affaire Hareng n'est pas pour tout de suite. Le 8 avril 86, Cardon doit d'abord être jugé à Paris pour le meurtre du brigadier Auchard. Avec Lionel Cardon, ce n'est pas accusé levez-vous, mais salut l'artiste. Une entrée dans le box des accusés comme au music-hall, costume blanc de scène et accent chantant du Lot-et-Garonne qui lui donne un faux air de Francis Cabrel. À part ça, pas commode ce Cardon. Il choisit lui-même ses jurés, récusant à la tête des clients,
Il préfère manifestement les femmes aux hommes et les jeunes aux vieux. À propos d'Annette Kahn, la journaliste otage devenue partie civile, il s'étonne. Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Il reprend sèchement l'avocat général qui malencontreusement a écorché son nom et il traite de facho Maître Garot, l'avocat de la veuve du policier assassiné. Bref, Cardon semble être venu à son procès non pour rendre des comptes, mais pour régler ses comptes. Maître Blasi, il est décidé que Lionel Cardon sera d'abord jugé pour ce qui s'est passé à Paris, la prise d'otage et le meurtre du policier, et plus tard pour ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est-à-dire le double meurtre des époux Hareng. Et dès le début, vous vous dites, c'est pas le bon ordre, ça doit pas se passer dans ce sens-là. Pourquoi? Mais c'est tout à fait anormal. C'est tout à fait anormal. Les dés sont complètement pipés. Bon, on va juger Paris. Paris est manifestement la conséquence de Bordeaux. Au moment de Paris, Cardon est un homme qui est un homme traqué. C'est annoncé sur tous les journaux, l'ennemi public numéro 1. Il faut donc qu'on puisse voir l'affaire de Bordeaux. Cardon conteste cette affaire. Si Cardon est acquitté dans l'affaire de Bordeaux, ou si on prouve dans l'affaire de Bordeaux qu'il n'est pas l'auteur des meurtres, on regardera Paris avec un autre œil, de toute façon. Alors, la logique veut qu'on juge Bordeaux, puis qu'on juge Paris. L'inverse se produit. On arrive à Paris avec l'image de Cardon, le tueur des époux Hareng, Cardon le monstre, Cardon qui a tué un policier, Cardon qui a pris en otage une avocate et une journaliste, l'horreur. Anormal, tout à fait anormal. Sur la fusillade du Bois de Boulogne, quelle est sa ligne de défense à lui? Oh ben, sa ligne de défense, il est poursuivi, et puis c'est extrêmement simple, hein. Ça a été le réflexe. Bon, c'est vrai qu'il avait un revolver, il a eu l'impression que le brigadier Auchard allait tirer, ce qui est vrai, le brigadier Auchard a tiré, il a tiré lui aussi, et donc le brigadier Auchard, c'est dramatique, mais est mort, et Cardon est... C'est chacun sa peau, quoi, à ce moment-là. C'était ça. L'avocat général, à l'issue de ce procès parisien, réclame la prison à perpétuité. Qu'est-ce qu'on peut plaider à ce moment-là? Ce qu'il y a à plaider, c'est très simple. Cardon n'était pas là pour tuer le brigadier Auchard. Lorsque le brigadier Auchard l'arrête, lorsqu'ils partent vers la Fourrière, si vous voulez, Cardon se sauve, mais il n'a pas l'idée de tuer le brigadier Auchard. Donc qu'il soit condamné pour homicide, très bien, mais qu'il n'y ait pas préméditation. Ça, c'est le premier point. Donc on laisse tomber l'assassinat, c'est le premier. Et ensuite, sur la prise d'otage, je la reconnais entièrement. Mais j'explique enfin ce que c'est comme prise d'otage quand même, hein. Maître Dreyfus, comme la secrétaire et comme tout le monde, ont vu qu'elles avaient affaire à un garçon qui ne voulait pas les tuer. Cardon est condamné à perpète, comment est-ce qu'il réagit à ce verdict? Rien. Il ne dit pas un mot, il ne dit rien. Il s'y attendait? Non, il ne s'y attendait pas, mais attendez, j'allais vous dire que la perpétuité était inéluctable à partir du moment où nous n'avions pas jugé Bordeaux. On le voit avec les époux Hareng morts, tués par Cardon, et donc, ayant tué un brigadier de police, ayant fait une prise d'otage, on ne pouvait pas remonter le courant. Et maintenant que Cardon a été jugé et condamné pour le meurtre du policier et la prise d'otage chez Maître Dreyfus, maintenant on peut le juger à Bordeaux pour le meurtre des époux Hareng. Le procès doit avoir lieu le 2 décembre 86, mais Cardon fait encore des siennes. Le matin même, il tente de se suicider dans sa cellule en se tailladant la gorge avec un rasoir jetable. L'audience est reportée d'1 semaine et s'ouvre enfin le 10 décembre. Le public est venu en masse. Lionel Cardon apparaît vêtu d'un blouson de cuir noir, très pâle, les joues creuses, la mine sombre. Tour à tour rêveur, le regard au plafond, arrogant ou légèrement méprisant, il répond, quand il le veut, aux questions du président. Il me fait l'impression d'un homme physiquement dangereux. C'est le seul sur toute ma carrière de président d'assises, qui a duré un certain nombre d'années et pour lequel j'ai présidé un certain nombre de jugements, c'est le seul homme pour lequel je me suis senti physiquement en danger avec lui, en sa présence. Si je devais le comparer à un animal, je le comparais à un fauve. Tout le monde attend les révélations promises par Lionel Cardon. Elles ne viennent pas. Cardon reste assis, plié en deux,
la main droite sur son cou blessé. Ses avocats demandent une interruption de séance. Le président la refuse, alors Cardon se lève. « J'en ai marre de toute cette mascarade, qu'on me condamne et n'en parlons plus. » Lionel Cardon, alors qu'il risquait la peine la plus grave prévue par le Code pénal, n'a pas tenté de faire valoir une position cohérente, de réfuter, de répondre aux accusations dont il était l'objet. Au deuxième jour, le commissaire qui a dirigé l'enquête témoigne. Les preuves accablent Cardon. Comment peut-il dire qu'il n'est jamais monté à l'étage alors qu'on a retrouvé ses empreintes sur une bouteille d'apéritif? Et puis, c'est lui que les policiers ont vu téléphoner le soir du 21 octobre pour réclamer une rançon. Il était seul. Enfin, c'est la même arme, le 7,65 qui a tué Aline, et le motard, l'arme que Cardon avait encore à la main au moment de son arrestation. Pour le policier, son histoire ne laisse pas de place à des complices. L'avocat de la partie civile enfonce le clou. Cardon explose. J'ai pris la décision de l'expulser de la salle d'audience et il a été expulsé de la salle d'audience jusqu'à la fin des débats, ce qui est la seule fois que j'ai dû le faire dans toute mon activité de président de cour d'assises. Maître de Caunes, à ce procès de Bordeaux qui juge Lionel Cardon pour le meurtre des époux Hareng, vous êtes, votre père et vous, les avocats de la famille Hareng. Alors il se passe quelque chose entre votre père et Lionel Cardon à l'audience. C'est Cardon qui apostrophe votre père, c'est ça? Cardon ne se prive pas de lâcher aux avocats de la partie civile, tout au long de l'audience, des invectives, petit con, ta gueule. C'est surtout à moi d'ailleurs que ça s'adresse. Petit con, ta gueule, ou à mon père également, ferme ta gueule, fais gaffe si tu dis du mal de mes copains, des choses comme ça. Je te ferai la peau. Je te ferai la peau, bon. Il dit ça à un avocat. Je te ferai la peau. Je te ferai la peau. Et le président, il dit rien? Le président, à l'occasion d'une dernière invective qui sera prononcée par Cardon à l'encontre de mon père, au moment où il fait une intervention, ta gueule, bon, je sais plus ce qu'il va lui dire, je m'en souviens plus maintenant, va expulser Cardon. Et Cardon va dire, d'ailleurs, il va faire une réponse un peu de bravade. Il va dire, au moins, comme ça, là où je serai mieux assis qu'ici. Il ne s'explique sur rien. Rien. Il ne veut pas parler des faits. Non. Il y a quand même quelque chose que Lionel Cardon ne peut pas contester, c'est qu'on retrouve ses empreintes chez les époux Hareng. Il a une explication pour ça? Alors, sur les empreintes, il va dire qu'il connaissait Aline, qu'il avait rencontré Aline et qu'il avait même eu de bonnes vibrations avec elle. Mais quand il dit j'avais de bonnes vibrations avec Aline Hareng, il laisse entendre qu'ils avaient pu être amants? C'est ce qu'il veut laisser entendre. Ça tient pas, ça? Ou si? Bien sûr que non, ça ne tient pas. Il est même quasiment sûr qu'il ne la connaissait pas. Et le mobile, est-ce que vous vous êtes fait, vous, en l'absence d'explication de Cardon qui n'a jamais voulu s'en justifier, une idée du mobile? Ce que nous savons, c'est que peu de temps avant, Cardon a commis un cambriolage dans la maison strictement limitrophe. Ce que nous savons, c'est que Cardon a commis un nombre de larcins très importants tout alentour, et y compris dans le Médoc, mais tout alentour dans cette région de Pessac, dans cette commune de Pessac. Donc le mobile serait le vol? Au départ, j'en suis convaincu. Mais il serait reparti sans rien voler. C'est ça qui est troublant. Je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas avoir de réponse. Je ne peux pas avoir de réponse. Maître Blasi, le dernier jour du procès de Bordeaux, vous présentez, vous, son avocat, un témoin qui dit avoir engagé Cardon pour faire les vendanges. En quoi est-ce que c'est important et intéressant, ça? Tout le long du procès, tout le long de l'enquête, Cardon dit, dans cette affaire, je suis avec 2 autres personnes, avec un couple. Et ce gars qu'il a embauché pour les vendanges, alors? Ce garçon dit, mais moi, effectivement, j'ai engagé Cardon. Il était avec un couple, ils étaient 3, c'est sûr.
Vous, votre hypothèse, c'est s'ils étaient 3 pour les vendanges, ils étaient peut-être 3 pour le meurtre. Non, mon hypothèse, non, c'est pas ça. Je dis, la thèse policière disant qu'il est isolé ne tient pas. Voilà un point certain. Le témoin est entendu. Ce témoin vient à la barre, s'exprime de façon extrêmement claire. Personne ne doute de son témoignage. Mais à partir de là, il est évident qu'il fallait qu'il y ait un complément d'information. Vous aviez même la famille Aran qui demandait à ce qu'on puisse connaître la vérité. C'est ce qu'ils voulaient, connaître la vérité. Bon, tout cela sont des éléments qui font qu'il fallait un complément d'information. Interrompre le procès, enquêter plus avant et reprendre le procès. Bien sûr, pour arriver à la vérité. Dans l'appartement des Aran, dans la maison, il n'y avait pas d'autres traces que celles de Cardon. Il n'y avait pas de traces de complice. Aucune. Attendez, nous avons la femme de ménage qui a tout enlevé au niveau des traces. Et puis, excusez-moi d'entrer sur un détail quand même. Quand on retrouve Xavier Aran, mort ligoté dans sa baignoire, l'expert vous dit quoi? Vous dit que les nœuds ont été faits de façon diabolique. Et que ces nœuds ne peuvent pas être faits par une personne qui menace et en même temps qui fait les nœuds. Ce n'est pas possible. Donc sur ce point, il fallait qu'il y ait un complice. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. On ne peut pas admettre l'hypothèse que c'est Aline Aran qui aurait fait les nœuds. À partir de là, nous avons donc un élément de preuve qui dit qu'il y a d'autres personnes dans cette maison. Le 14 décembre 86, Lionel Cardon est condamné pour la 2e fois en 6 mois à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre d'Aline Aran, avec une peine de sûreté de 18 ans. En revanche, à la question « Cardon a-t-il tué volontairement François-Xavier Aran ?», les jurés ont répondu non. Pour ce meurtre, ils l'ont condamné pour complicité, alors même qu'aucun complice n'a jamais été identifié. Cardon est donc renvoyé en prison, d'où il tente encore de s'échapper. En mai 89, il se réfugie sur le toit de la prison de Fresnes. Il est maîtrisé par les policiers du RAID après 5 heures de négociation. Incontrôlable, il continue sa guerre en prison. Cardon essaiera encore 3 fois de s'échapper de prison. La dernière fois, c'était en février 94 à la prison d'Arles, à l'explosif, mais la décharge de dynamite n'a pas été suffisante pour percer le mur d'enceinte. Lionel Cardon est donc toujours en prison, où il aura passé l'essentiel de sa vie. Quant à l'affaire Aran, elle garde encore de nombreux mystères.